À la une de l'actualité, la fin ce matin de la première phase d'instruction du dossier du putsch de septembre 2015 au Burkina Faso. 5 accusés devront être entendus pour une seconde fois. C'est la décision du tribunal. L'instruction complémentaire est prévue pour commencer lundi prochain. On en parle dans ce journal. Plus de 5000 réfugiés enregistrés sur le site de Fourbé. Des personnes déplacées suite aux récents événements de Yourgou et de Gesseliki. La ministre en charge de la famille y a effectué une visite pour apporter le soutien du gouvernement et livrer le message de paix du président du Faso aux réfugiés. Et puis au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba assiste à la prestation de serment du nouveau gouvernement. Le chef de l'État gabonais est rentré à Libreville et s'est affaibli sur un fauteuil roulant qu'il a présidé la cérémonie qui a duré 1 heure et à laquelle les journalistes n'ont pas été conviés. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour, merci de suivre le 13h de la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, la ministre en charge de la famille en visite dans le village de Fourbé livre le message du président du Faso aux réfugiés, un message de paix et de tolérance pour ces personnes déplacées suite aux événements de Yirgou et Gessaliki. Laurence Ilboudo Marshall informe par la même occasion du protocole mis en place pour la prise en charge des déplacés qui sont estimés à plus de 5000 dans les camps de Fourbé. On suit le résumé de la visite avec Césaire Carfo et Nathalie Savadogo Nabaloum. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, aux côtés des réfugiés de Fourbé. Ce village, situé à une 50aine de kilomètres de la commune rurale de Barsalgo, accueille 5500 déplacés venus des communes environnantes de Arbinda. Laurence Marshall leur apporte un message de réconfort et de soutien du gouvernement. Son Excellence le président du Faso nous a dépêchés pour venir rassurer ces populations déplacées que nous serons à leur côté. Vous avez vu des femmes apeurées, des hommes apeurés, des enfants qui suivent, ils ne savent pas de quoi il ressort. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec notre équipe pour mettre le protocole de prise en charge en route. Parce que vous savez que nous avons un protocole que nous mettons en route dans ces cas précis. C'est le même protocole que vous avez vu à Barsalgo. Nous allons aujourd'hui faire des regroupements familiaux, donc nous allons donner des tentes par famille, nous allons leur donner des kits de survie et nous allons avoir encore une équipe de psychologues et une équipe d'agents sociaux qui vont accompagner toutes ces personnes déplacées à pouvoir retrouver leur esprit. Le ministre de la Sécurité travaille à pouvoir sécuriser ces différentes zones pour que nous puissions ramener les populations dans leur milieu d'origine. Selon les porte-paroles des réfugiés, ce soutien est la bienvenue. Mais ce qu'ils souhaitent le plus, c'est la paix et la sécurité pour regagner leur domicile. Nous avons compris, Madame le ministre, et nous sommes contents de sa visite. Nos souhaits, c'est de retourner chez nous dans la paix et la sécurité. Ils ont emporté nos bétails, brûlé nos maisons. On a des frères qui sont portés disparus. Nous sommes dans le désarroi total. Pour l'heure, les 5500 réfugiés sont logés dans 3 écoles. Et sur place, une équipe du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation s'active pour les reloger dans un site. Pour le conseiller municipal de la mairie de Barsalgo, d'autres réfugiés continuent de rejoindre le camp. En rappel, l'attaque de Gesseliki le 10 janvier dernier avait coûté la vie d'une douzaine de personnes. Et puis, face à ces attaques qui font des victimes au quotidien au Burkina Faso, et cela depuis la date fatidique du 15 janvier 2016, la voix des artistes burkinabés se fait entendre sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou pour dire non à une quelconque victoire des forces du mal et appeler les Burkinabés à une plus grande solidarité. Le concert Restons debout, c'était hier soir sur la plus belle avenue de la capitale burkinabé. Les temps forts avec Oscar Soulama et Aruna Mari. L'avenue Kwame Nkrumah doit retrouver son lustre d'antan. C'est le message d'espoir que les acteurs culturels burkinabés véhiculent à travers ce concert Restons debout. Pour la soupe, on restera debout pour le bataillon.
Bataclan s'ils sont restés debout. L'hirondelle qui s'en va en laissant derrière elle le va. Sur ce podium implanté sur l'avenue en face des lieux des attaques du 15 janvier 2016, politiques, artistes et autres anonymes invitent à ne pas céder à la barbarie. C'est vrai que des gens sont tombés, on leur rend un hommage par la même occasion, mais en même temps de dire que tout simplement le Burkinabé, partout où il se trouve, il doit refuser cette façon de voir les choses. Donc venez sur l'avenue Kwame Nkrumah célébrer la vie, Kwame Nkrumah de jour comme de nuit. Une mobilisation d'un soir bien appréciée ici au Taxi Brousse qui n'a pas été épargnée lors des attaques. Si ça pouvait se reprendre chaque année parce que la voie est morte, peut-être que ça va inciter les gens à revenir. Nous, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'il y a du monde ce soir-là. Ça fait au moins 2 ans que nous n'avons pas vu cela. Dans ce combat contre le terrorisme, ce groupe musical français a aussi répondu présent pour emboucher la même trompette contre les forces du mal. Les stylistes burkinabés ont aussi saisi l'occasion pour faire découvrir de nouvelles collections en hommage aux victimes. Plus vivante que jamais. Puis on apprend qu'un homme d'origine canadienne aurait été enlevé hier aux environs de 20h à Tiabongou, un village du département de Mansilla dans la région du Sahel, par des individus armés. L'homme travaillait dans la prospection minière pour le compte de la société Predictive Discovery. Les ravisseurs seraient repartis en direction de la frontière nigérienne. Autre actualité, prestation de serment. Ce matin, à Ouagadougou, de nouveaux ingénieurs en génie civil, 79 nouvelles compétences qui vont renforcer le domaine de construction, de routes, de bâtiments et de travaux publics. Et en s'engageant solennellement à exercer leur profession en toute conscience et probité et de garder le silence professionnel, le secret professionnel, les ingénieurs sont tenus au respect strict de ce serment. Nous les découvrons avec Paul-David Bambara et Abdoul Rasmane Zongo. Palais de justice de Ouagadougou et jour d'audience pour ces personnes. Elles ne sont pas des accusés appelés à la barre. Elles ne sont pas non plus citées pour cause d'ennuis judiciaires. Détrompez-vous, elles, ce sont de nouvelles compétences. 79 ingénieurs en génie civil, ici en audience de prestation de serment. Après l'appel, la vérification de la présence effective des intéressés par la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, suivie de la lecture des réquisitions par le procureur, le tribunal reçoit le serment des ingénieurs et les envoie à leurs fonctions respectives. À partir d'aujourd'hui, on va respecter toutes les normes pour que le travail reste réellement durable et rien n'est déposé avec une très bonne conscience et une rigueur très élevée. J'espère vraiment, à travers ce serment-là, de rendre service de la nation comme il se doit, afin d'avoir de bonnes infrastructures routières dans notre pays. On va mieux organiser notre profession, essayer de sensibiliser de sorte qu'on évite de voir les situations des maisons, des bâtiments qui s'écroulent. Et vraiment, c'est le nom de l'ingénieur qui n'est plus respecté. Ces ingénieurs, en toute conscience, probité, tout en gardant le secret professionnel, doivent désormais travailler d'arrache-pied pour élever le niveau du secteur de la construction des routes, bâtiments et travaux publics, bref, pour rehausser l'image de la profession de génie civil, souvent écornée. Le non-respect de ce serment est passible à la fois de poursuites civiles et pénales. Les architectes, eux, sont allés sur le terrain dans les usines de la cimenterie du Faso et de Cimmetal à Ouagadougou pour percer le secret de la fabrication du ciment au Burkina Faso et de la métallurgie. La sortie entre dans le cadre de la semaine de l'architecte. Des précisions avec Césaire Carfo et Zalissa Sanfo. L'ordre des architectes, ici à la découverte du processus de fabrication de leurs matériaux de travail. Première étape de cette visite, la société de cimenterie Cimfaso. Ici, les architectes appréhendent les mécanismes de transformation des matières premières en produits finis du ciment. Ils découvrent également aussi les mesures de protection des ouvriers et aussi de l'environnement.
On a constaté quand même à travers notre visite qu'il y a beaucoup de précautions qui sont prises par cette société-là pour préserver l'environnement, préserver les ouvriers. Au niveau de la cimenterie, on a vu également comment le ciment est conditionné, comment les sacs se font. Et nous avons échangé avec le directeur, on a quand même quelques questions par rapport à l'ensachage, par rapport à ce qui se fait sur le marché de façon courante. Et au sortir de ça, nous sommes très, très contents. Et nous allons bien sûr échanger avec Simfaso sur le projet de monument de l'architecte que nous avons. Après l'usine de cimenterie, les visiteurs ont mis le cap sur l'usine de métallurgie. Ici, c'est de l'acier récupéré au Burkina Faso qui est en train d'être recyclé. Ça permet aussi à ces acteurs de savoir réellement ce qui se passe dans ces différentes usines et afin de pouvoir mieux apprécier. Cette visite de découverte s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'architecte. Et puis bientôt la 4G+, pour une meilleure fluidité du réseau Wi-Fi et une plus grande performance dans l'utilisation de l'Internet mobile et des TIC au Burkina Faso. L'opérateur de réseau de téléphonie mobile Orange Burkina vient de signer une convention avec le ministère en charge de l'économie numérique lui permettant d'acquérir la nouvelle licence qui va lui coûter 80 milliards de francs CFA. La signature de convention est suivie pour nous par Souleymane Sanou et Abdoul Rasmane Zongo. Ces signatures apposées sous le regard de l'Auguste Assemblée, le public ici présent, et suivi évidemment d'échanges de notes, coûtent 80 milliards de francs CFA et correspondent au montant total d'acquisition d'une nouvelle licence, la 4G+, attribuée par le gouvernement burkinabé à l'opérateur de téléphonie mobile Orange. La licence coûte 80 milliards et le gouvernement a prévu qu'un acompte de 50% soit payé, qu'il y ait une deuxième tranche de 30% et une dernière tranche de 20%. Et ce qui change donc fondamentalement, c'est que c'est une nouvelle technologie sur l'Internet et qui a des demandes, des besoins sans cesse croissants. Et donc ce serait plus de débit, plus de vitesse pour les usagers, mais aussi beaucoup de capacités de connexion simultanée. Et par ce tact, c'est une nouvelle aventure qui commence pour les clients de Orange, les consommateurs de communication électronique, et ça va donner un coup d'accélérateur au processus de digitalisation de notre pays. Il y a beaucoup de plateformes intelligentes qui pourront être accessibles. Ça va donner un coup d'accélérateur au système e-éducation. Après la technologie 2G et 3G, bonjour maintenant à une autre technologie, la 4G+, acquise pour une durée de 15 ans et dont les différents utilisateurs, selon le premier responsable de l'opérateur de téléphonie mobile bénéficiaire, devront incessamment constater des innovations, en l'occurrence une amélioration optimale de la qualité du service d'Internet mobile. Comme annoncé en titre, la première phase d'instruction du dossier du coup d'État manqué de septembre 2015 s'est donc achevée ce matin à Ouagadougou. En tout, ce sont 74 accusés qui ont été entendus. Le tribunal a décidé d'entendre pour la deuxième fois 5 accusés, tous des sous-officiers. L'instruction complémentaire commence lundi prochain au tribunal militaire à Ouagadougou. On fait le point de cette dernière journée d'instruction avec Draman Guéné et Zoubaviel David Dabiri. Ils sont tous passés à la barre et toujours pas de lumière sur les événements du putsch de septembre 2015. Pour se forger une conviction, le tribunal propose une deuxième phase d'audition. 5 noms sont avancés, les sergents-chefs Roger Koussoubé, Zerbo Laoko Mohamed, le caporal Dassami, l'adjudant Jean-Florent Nyon et le major Éloi Badiel. Ces passages pourront apporter des détails à la compréhension du dossier. Il a certainement été défavorisé du simple fait d'être le premier à passer. Il est passé à un moment où les gens ne savaient même pas dans quel sens le procès allait. Les gens ne savaient pas comment ça allait se passer. Les gens attendaient avec une grande impatience ce procès. Les gens avaient beaucoup d'énergie. Les gens se sont déchargés sur lui. Et de ce simple fait-là, il a dû même perdre les pédales parce qu'effectivement, il a été traité de tous les noms. Et nous pensons qu'après le passage des uns et des autres, nous pouvons revenir très sereinement et expliquer certaines choses
dans la plus grande simplicité, la plus grande clarté et dans la plus grande vérité. Les noms proposés pour cette deuxième phase d'audition ne sont pas fortuits selon les parties civiles. Maître Séraphin Somé les présente comme le bras armé du putsch. S'il parle franchement, le cours du procès peut changer selon l'avocat. C'est des pièces maîtresses de cette affaire. Voilà, pour ce qui concerne le côté opérationnel de l'exécution du coup d'État. Après avoir écouté ce que le général Diendéré a dit, que ces personnes aient envie d'apporter des clarifications, d'apporter la lumière sur un certain nombre de choses, et même peut-être de nous donner des informations qui nous permettront d'être situés sur la participation des uns et des autres dans cette affaire et surtout le degré d'implication des uns et des autres. Et l'avocat de préciser que cette liste n'est pas exhaustive, le président ayant le pouvoir d'entendre d'autres accusés après les 5. Leur audition reprend le lundi 21 janvier 2019. Mais en attendant, Minata Gelware et le soldat Li Amadou bénéficient d'une liberté provisoire. Le sergent Badoum Lamoussa et Kinda Yakuba, eux, seront jugés dans une autre procédure. Et puis au Gabon, le nouveau gouvernement a prêté serment hier devant le président Ali Bongo Ondimba, rentré de sa convalescence au Maroc. À cette occasion, la cérémonie de prestation qui a duré 1 heure a eu lieu au palais présidentiel et seule la presse officielle a eu accès à la salle pour cette cérémonie qui n'a pas été retransmise en direct. Le regard fixe, installé sur un fauteuil roulant, Ali Bongo, le président du Gabon, assiste à la prestation de serment des 38 ministres de son nouveau gouvernement. De retour à Libreville après 2 mois de convalescence au Maroc, l'homme fort du Gabon se remet petit à petit d'un AVC qui a laissé la présidence du pays vacante pendant plusieurs semaines. Ces images de la cérémonie, fournies par les médias officiels gabonais, ne laissent apparaître que très brièvement le chef de l'État. Une cérémonie qui n'a pas été diffusée en direct et où la presse n'a pas été conviée à assister, signe que la santé d'Ali Bongo est toujours un secret d'État. Et pour cause, il y a 1 semaine, 5 militaires avaient tenté d'organiser un putsch via la radio publique avant d'être neutralisés. Et puis au Kenya, un complexe hôtelier est cible d'une attaque terroriste à Nairobi. L'attaque revendiquée par les Shebab était toujours en cours ce mercredi au lever du jour. Le bilan provisoire selon la police kenyane fait état de 15 morts. Les terroristes auraient été maîtrisés à présent. Au Kenya, la police antiterroriste reste en alerte au lendemain de l'attaque d'un hôtel de luxe de Nairobi, la capitale. 2 ou 3 terroristes seraient toujours retranchés dans l'établissement. Armés de fusils d'assaut, les assaillants ont tiré plusieurs rafales, tuant au moins 15 personnes, dont un Américain, selon le département d'État. L'attaque a été rapidement revendiquée par le mouvement Shebab des islamistes radicaux somaliens. Ils ont tiré de partout. Les employés ont couru, les gens criaient. Ils essayaient de s'enfuir et pendant ce temps, la fusillade s'est intensifiée. Je me suis alors rendu compte que la meilleure chose à faire, c'était de trouver l'endroit le plus sûr pour me cacher. L'attaque a débuté mercredi vers 15h, heure locale, provoquant terreur et panique à l'intérieur comme à l'extérieur du complexe hôtelier. Rapidement, des centaines de personnes sont parvenues à quitter les lieux. L'attaque a été précédée par l'explosion d'une voiture piégée au cours de laquelle au moins un kamikaze semble avoir été tué. Le Kenya a déjà été la cible d'attentats djihadistes de grande ampleur ces dernières années. Il y a 3 ans, un commando islamiste avait abattu 148 personnes dans l'université de Garissa, à l'est du pays. Les djihadistes Shebab ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Un seul titre fait la une des quotidiens burkinabés, l'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé par la Cour pénale internationale à La Haye. Intrigue et excitation s'entremêlent dans les débats sur la question. La revue de presse est signée Aimé Solange Digma. Gbagbo et Blé Goudé acquittés et scène de liesse à Abidjan et à Ganois, titre le quotidien. Les 2 hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Les juges ont ordonné la remise en liberté immédiate des accusés
considérant que la procureure n'a pas été capable d'apporter suffisamment de preuves pour démontrer leur culpabilité, rappelle ce journal. Par conséquent, Laurent Gbagbo et Blé Goudé arrivent donc en Côte d'Ivoire, clame l'Express du Faso, même s'il faut attendre encore l'issue de l'audience de confirmation ce jour 16 janvier 2019. Mais l'élargissement de Laurent Gbagbo et de son fougueux ministre de la Jeunesse ne fait pas que des heureux en Côte d'Ivoire, indique le pays. Les plus grands perdants sont avant tout les victimes estimées à 3000 personnes, renchérit l'observateur Palga. C'est également une véritable douche froide pour le camp Ouattara qui aurait tout fait pour enfoncer un adversaire politique dont il pensait peut-être s'être définitivement débarrassé, rétorque le pays, qui se demande d'ailleurs si le Christ de Maman jouera-t-il le rôle de pyromane animé d'un esprit de vengeance ou celui du pompier qui se fera l'apôtre de la paix et de la réconciliation. Ce qui est sûr, réplique ce journal, Laurent Gbagbo n'est pas homme à rester les bras croisés. Il a la politique chevillée au corps et c'est évident, poursuit ce journal, que l'homme fera parler de lui. L'hypothèse d'un Laurent Gbagbo candidat en 2020 se dessine donc d'après Aujourd'hui au Faso, même si on mettra en avant la réconciliation, car quand bien même ce dernier fera mine de ne pas en vouloir, ses ouailles crieront à tue-tête qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. Et c'est toute la cartographie politique ivoirienne qui sera Niagami, soutient ce journal, toute chose qui va demander beaucoup de précautions au peuple frère de Côte d'Ivoire, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ils doivent savoir tirer leçon du douloureux passé afin de ne pas se retrouver dans une situation similaire en 2020, conclut Sidoya. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.